Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 156e Citrep sur la Syrie, en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour chers internautes et bienvenue à notre 156e Citrep. Oui, alors sans transition, nous allons parler du sommet historique entre Bachar al-Assad et Xi Jinping, le président chinois, puisque donc Bachar al-Assad s'est rendu en Chine en compagnie d'une importante délégation, une visite de plusieurs jours. Est-ce que tu peux nous parler de cette visite, des conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, etc., de qui y a participé et ce qui s'est dit? En fait, c'est à l'invitation de Xi Jinping et de l'État chinois. Il y a eu l'État chinois a envoyé un avion présidentiel spécial en Syrie pour d'invitation pour amener le président Assad, sa femme et l'ensemble de la délégation qui était composée de plusieurs ministres, ministre de l'économie, ministre bien sûr des Affaires étrangères, bien sûr les responsables, le ministre de l'énergie, du pétrole et tous les ministres, en fait, les ministres aussi de la construction, etc. Donc, un tas de ministres, et avec Madame Asma al-Assad aussi, qui était aussi invitée d'honneur. Donc, le couple présidentiel syrien est invité d'honneur déjà donc des pourparlers importants avec le président Xi Jinping chinois et aussi à l'occasion de l'ouverture des Jeux olympiques ASEAN à Guangzhou. Donc, ils ont été reçus en grande pompe, en fait, puisque déjà l'invitation a été, comment dire, c'était un avion présidentiel spécial chinois qui est venu chercher le couple présidentiel syrien. Et puis, donc à Damas, de Damas directement en Chine. Mhm. Cette visite a duré plusieurs jours. Au cours de laquelle il y a eu des rencontres importantes en fait avec les différents membres. D'abord, déjà, une rencontre avec Xi Jinping et le président Assad. Et ils ont été aussi après invités donc au gala d'ouverture des Jeux Olympiques. Comment dire, il y a eu énormément comment dire, beaucoup d'échanges, je peux dire. Là, je vais résumer, décrire rapidement et puis je reviens dans le détail. Donc, des choses, des rencontres importantes avec des différents spécialistes entre eux. Il y a eu des rencontres importantes. En fait, déjà, une conférence importante au cours de laquelle l'ensemble de la délégation syrienne a été reçue par Xi Jinping et aussi une délégation chinoise équivalente. Il y a eu... et puis par la suite, donc, il y a eu une deuxième rencontre, une rencontre avec le président à Pékin, donc avec le premier ministre le premier ministre chinois. Alors, il est important de voir l'accueil fantastique et très important du président chinois et de sa femme, donc au président Assad et sa femme. D'abord, c'est aussi une reconnaissance de la Syrie comme un État triomphant,
en fait, face aux agressions américaines et otaniennes, en fait, si on peut dire, qui durent depuis 13 ans. Et il a été reçu comme un président triomphant, il a été reçu comme un président qui lève la tête face au diktat américain, mais surtout comme un grand ami de la Chine depuis des années. Donc, dans son discours d'accueil, Xi Jinping a rappelé que la Syrie a été un des premiers pays qui se sont battus pour que la Chine, aux côtés de la Chine, pour qu'elle soit présente à l'ONU, donc il y a 68 ans, et que la Chine n'oubliera jamais cette amitié qui les lie. Euh, Depuis ce temps-là, que les relations entre la Chine et la Syrie, depuis ce temps-là, aussi bien sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan économique, elles ont été, depuis ce temps-là, initiées et grandissantes, et que là, la Syrie constitue pour la Chine un partenaire stratégique important, et que ce partenaire stratégique important, ça va aussi être aussi bien au niveau de la construction de la nouvelle économie mondiale, si on peut dire, et le nouveau monde, mais aussi que sur le plan de la région et sur le plan des échanges entre les deux pays. Mhm. Alors tu as parlé de rappels historiques qui ont été faits lors du discours de Xi Jinping, notamment donc le soutien, Mhm. le primo soutien de la Syrie à la présence de la Chine nouvellement communiste à l'ONU. Euh, Ont été rappelés également les liens qui unissent ces deux pays, qui sont des liens millénaires, j'ai envie de dire, à travers notamment la route de la soie qui existait à l'époque médiévale et même qui remonte jusqu'à l'Antiquité, si je ne me trompe pas, Tout à fait. et qui est en train de prendre des nouvelles formes puisque la Chine développe son commerce à la fois continental et maritime. Mais là, il s'agit pour ce qui est de la Syrie, surtout du commerce continental. Donc c'est vraiment quelque chose de stratégique pour la Chine et c'est bien le sens de la visite du président Assad en Chine. C'est une visite historique parce qu'il s'agit d'un partenariat stratégique important pour les deux pays. Pour la Syrie, ça paraît évident, mais pour la Chine, cela peut paraître surprenant, mais pas tant que ça quand on analyse les fondamentaux. Et Tout donc à c'est ce fait. que je te demande de poursuivre maintenant justement sur ces fondamentaux. Tout à fait, tout à fait. Alors, à son tour, donc, le président Assad a remercié la Chine aussi pour son soutien dans cette dernière décennie de feu, en fait, dans laquelle la Syrie a été en but aux agressions systématiques, en fait, des terroristes d'un côté et aussi des pays qui les soutiennent, notamment les États-Unis. Et tous les pays de l'OTAN, mais aussi d'autres pays, le président Assad a rappelé aussi qu'il remercie la Chine pour avoir été à ses côtés pour empêcher qu'il y ait une violation totale de la Syrie par les Américains, pour empêcher qu'il y ait une agression militaire le fait elle ait soutenu qu'elle ait soutenu la Syrie aussi sur tous les plans, en fait, politique, économique et militaire dans cette période de lutte terrible, très dure. Et que donc là, c'est en soulignant que ce qui unit les deux pays, c'est quelque chose, une histoire culturelle très vieille et très importante, qui a aussi donné au monde beaucoup de valeurs, beaucoup de qualités et beaucoup de civilisation, en fait. Hein, qu'il a souligné le fait aussi qu'aujourd'hui, ce qui est très important justement dans les relations, c'est le respect à la fois de la parole, mais c'est aussi le respect de ces principes éthiques, hein,
et le respect de ces cultures anciennes et de la spécificité de chacune des cultures, que l'échange ne peut qu'être enrichissant, qu'en fait les échanges culturels entre la Syrie et la Chine sont depuis très longtemps et que ceci a donné aussi des résultats absolument merveilleux quant aux produits de ces échanges. Là, on peut rappeler, ça c'est entre parenthèses, que la Syrie a été aussi un pays très important pour le tissage de pour la soie, et ça a été un grand pays aussi qui était sur la ligne de la soie, qui, comme tu l'avais dit, à très juste titre depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années. Donc, cette histoire qui unit les deux pays et que les deux pays étaient aussi liés par le respect des autres peuples, le respect des traditions de chacun des peuples aussi, et surtout le respect de la souveraineté des peuples. Et Mhm. aujourd'hui, ce principe de respect et comment dire, de respect de la souveraineté. Donc, le président Assad a aussi rappelé que la Chine n'a jamais agressé un autre pays, qu'elle n'a jamais dominé des pays, mais qu'elle a été elle-même aussi victime d'agression et qu'elle a dû se battre pour imposer son indépendance et pour imposer aussi son mode de gouvernance et son mode de vie. Et Mhm. c'est très, très important par les temps qui courent aujourd'hui et dans la construction du nouveau monde. Il est important de dire et de statuer, je dirais, que c'est l'éthique et la morale et le respect de la parole et le respect de l'autre doivent être le pilier des relations et que ce ne sont pas seulement des relations conjoncturelles qui certainement doivent donner naissance à des relations gagnantes-gagnantes des deux côtés et des relations de construction et d'échange économique, mais aussi des relations qui sont basées sur l'éthique, sur le respect de l'autre, sur le respect de son intégrité, sur le respect de ses choix, de sa civilisation et surtout pas d'agression et pas de violation. Mhm. Alors, Et que la Chine a été toujours comme ça. Il mhm. est important aussi, et la Syrie aussi. Alors, ça, ce sont des points clés. En fait, on a parlé, il était question effectivement du projet stratégique chinois qui est la route et la ceinture de la soie, Mhm. et que la Syrie donc ça a été souligné par Xi Jinping, en fait, la Syrie est un point important de ce projet, crucial, et que justement, c'est par ça, et c'est très important que cette coopération stratégique entre la Syrie, que la Syrie, par ce fait, devient un partenaire stratégique de la Chine, et que ce partenariat stratégique est très important et qui rejoint, alors, très important à développer. Et donc, les points importants, c'est que la Syrie est devenue un partenaire stratégique mondial de la Chine, un Mhm. partenaire stratégique dans la région aussi, et bien sûr pour la construction dans chacun des deux pays, donc pour chacun des pays. Ça, c'est très important et ceci rejoint ce qu'on dit, ce que la stratégie des 5 mers qui a été annoncée par le président Assad en 2004, hein, c'est en fait l'unité des 5 mers de la région, donc la mer Caspienne, la mer Noire, la mer Méditerranée, le golfe arabo-persique ou arabe, et aussi la mer Rouge. Mhm. Donc, ça fait 5 mers dans la région. La Syrie donne sur ces mers. Donc, les voies stratégiques euh, pas seulement d'échange en fait, mais aussi les voies stratégiques de passage des denrées
échanger dans le monde passe par là, et que là, c'est très important que les pays de la région puissent s'unir, puissent se coordonner entre eux pour garder à la fois la stabilité dans la région, pour garder aussi comment dire, la stabilité et la, j'essaie de trouver le mot, mais, la sécurité, la stabilité, la sécurité et le développement pour les différents pays qui sont dans la région, et surtout donc une complémentarité économique de l'ensemble des pays, une complémentarité en tout en fait. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose de crucial. Je voudrais dire quand même qu'aucun média mainstream occidental n'a remarqué ou n'a même fait allusion à cette visite importante, qui est stratégique et importante dans la construction de notre nouveau monde, et qui s'oppose aussi à nouveau au monde monopolaire dominé par les Américains. Donc, c'est quelque chose qui a commencé là. C'est un message important aux Américains, qui n'arrête pas aux Américains et aux Occidentaux, à l'OTAN, je dirais, qui n'arrête pas de resserrer les taux sur le coût de la Syrie et du peuple syrien, et qui n'arrête pas d'ajouter sanctions sur sanctions, d'une part, et menaces sur menaces, et qui continue aussi à armer des terroristes, à provoquer des troubles à l'intérieur de la Syrie, dans différents pays à l'intérieur de la région, y compris l'Iran récemment. Et donc, on voit que c'est un message de taille, en fait, aussi, qui répond à toutes les sanctions, entre guillemets, et c'est les mesures unilatérales de coercition qui sont appliquées sur la Syrie depuis 2012, mais bien avant, en fait. On sait que depuis 1979, la Syrie est sous sanctions économiques du côté américain, mais là, ça devient vraiment, ça devient infernal, dans la mesure où ce ne sont pas seulement des sanctions, c'est aussi un pillage systématique des ressources syriennes, de pétrole et puis de céréales, de pétrole, de blé, de coton, de tous les produits syriens, une réelle volonté non seulement d'étouffer et de faire mourir de faim et de froid le peuple syrien, mais aussi donc qui continue, et donc surtout après le séisme et malgré ça, aussi empêcher une reconstruction du pays par ces sanctions, et en fait continuer toujours à fomenter des troubles, à alimenter les terroristes, à créer des zones de risque et de déstabilisation de la Syrie, pour empêcher qu'il y ait une reconstruction, une vraie reconstruction et un retour à la normale. Justement, il a été question d'aide à la reconstruction pendant cette rencontre entre Xi Jinping et Bachar al-Assad. Il y a d'ailleurs une série d'accords qui ont été signés. Est-ce que tu peux nous parler, parce que je crois que ça concerne le domaine stratégique, économique et militaire. Exactement. Il y a eu des traités stratégiques qui ont été signés justement de coopération dans le domaine à la fois des transports, de la télécommunication, de l'énergie, et ce sont quand même 3 domaines clés, je dirais, qui sont importants dans le pays pour reconstruire. Je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui en Syrie, on vit pratiquement avec très peu d'électricité, ce qui est voulu par les Américains, parce qu'ils ont détruit, non seulement ils ont détruit les centrales électriques de production, mais aussi ils nous pillent tout notre fuel qui fait tourner ces centrales thermiques et ces centrales électriques, et ils nous pillent aussi
nos céréales pour affamer le peuple. Et il continue à provoquer des incendies dans les plaines qui sont les plus productrices, je dirais, de matières agricoles qui sont nécessaires pour l'alimentation quotidienne de la population. Mhm. Donc, ça, c'est quelque chose. C'est aussi un autre message, c'est que la Chine, non seulement de fait, elle brise de fait le blocus sur la Syrie. Et ça, c'est un point qui est crucial et important. Lorsque un grand pays mondial, qui est le premier mondial ou le deuxième au niveau de la présence économique et du poids économique dans le monde, ça veut dire quelque chose quand même quand il décide de mener une alliance stratégique avec la Syrie, mais pour la reconstruction et pour briser le blocus. D'ailleurs, dans les Euh, médias, que ce soit chinois, syriens ou même de pays non alignés, eh bien, on parle effectivement de cette visite, au contraire de ce que tu disais, au contraire des médias occidentaux. Exactement, les médias occidentaux n'y ont même pas fait allusion. Par contre, ils continuent à continuer la même chanson qu'il y a 12 ans, donc que 2011. C'est le président qui tue son peuple. Ce qui est incroyable, c'est qu'on assiste à un véritable autisme du côté des gouvernements occidentaux qui voient aujourd'hui dans la Syrie la partie qui est occupée par leurs alliés, les terroristes, et la partie qui est occupée par leurs alliés qu'ils appellent Kurdes, c'est le FDS, le mouvement FDS, et qui n'est pas kurde particulièrement, en fait. Effectivement, il y a une direction kurde, mais qui n'est pas syrienne et qui vient des montagnes Kandil de la Turquie et qui ont été amenés effectivement par les Américains pour diriger le mouvement FDS. Mhm. On reviendra d'ailleurs dans Dans ce ce site site rep. web sur ce qui se passe réellement aujourd'hui dans la région Al Jazeera syrienne, hein, ce qui se passe entre FDS, les tribus syriennes, etc., car il y a un véritable bouillonnement. Et aussi dans la région de Soueïda, dans le sud, il y a un véritable bouillonnement, mais qui, lui, est alimenté par l'extérieur. On voit que le plan 2011, en fait, Réactivé. recommence, Mhm. est réactivé. On voit que Daesh est réactivé aussi. En fait, les forces terroristes alimentées par les Américains sont réalimentées. Donc Alors, là, je reviens à la visite, hein, mhm. effectivement, justement, au contenu de cette visite du président syrien en Chine. Il parle aussi, en fait, à la fois dans l'interview, mais aussi dans son discours, hein. Il parle du fait que c'est quand même très difficile et c'est complexe lorsque un grand pays comme les États-Unis, un grand pays, une grande force mondiale comme les États-Unis, s'allie avec les terroristes dans le pays et ajouter aux mesures coercitives qu'ils mettent en place. Et il dit que ça, c'est très grave et c'est très dangereux, mais c'est très grave quand même qu'un grand pays comme les États-Unis et comme les pays européens s'allient aux terroristes, hein, et continuent à être de leur côté et à provoquer les troubles de cette manière. Mhm. Alors, dernier point concernant cette visite que je te demanderai de commenter, donc il y avait la présence de Madame Assad au sein de la délégation et elle a visité une université chinoise où l'on enseigne la langue arabe depuis un certain temps déjà. Est-ce que tu peux nous parler de cette visite tout simplement? Tout à fait. Madame Assad était invitée au même titre que le président Assad, en fait, mais aussi
à un double titre, hein, parce que non seulement elle est la première dame, mais elle est aussi la présidente de la fondation de développement en Syrie. Mhm. Donc là aussi, elle a ses vues sur les modalités de développement et sur la culture, hein. Je voudrais rappeler que dans la structure qu'elle dirige, elle tient beaucoup à la sauvegarde du patrimoine syrien aussi et sa restauration. Mhm. Donc elle était invitée dans une université, dans l'université où on enseigne l'arabe. Elle a fait un discours qui est très important, qui montre à quel point où elle dit en fait l'impérialisme cherche à gommer nos cultures, cherche à gommer nos spécificités pour nous faire oublier qui nous sommes et pour nous imposer ses valeurs, pour nous imposer sa présence comme étant la seule présence possible, hein, en gommant toute notre civilisation. Ça d'une part, donc il est important, et là elle souligne l'importance du rôle de la langue Mhm. dans la sauvegarde de la culture. Donc en fait, hein, nous amputer de notre langue, c'est aussi nous amputer de notre histoire, c'est aussi nous amputer de notre civilisation et nous amputer de nos racines. Donc c'est quelque chose de très important que de défendre toutes ces valeurs pour pouvoir résister, pour pouvoir exister et pour pouvoir montrer au monde entier que nous sommes là, que nous sommes aussi, et nous sommes une civilisation à part entière. Mhm. Donc, elle invite tout le monde justement elle a remercié les jeunes qui étaient là, qui apprenaient l'arabe et qui lui ont fait un accueil fantastique d'ailleurs, hein. En fait, je pense qu'il y a les vidéos, tu peux au moins mettre les liens Mhm. pour les gens qui veulent voir. Et puis, elle a été vraiment accueillie avec joie par tous ces étudiants étudiants et étudiantes, bien sûr, qui étaient ravis de la voir et de l'accueillir et de l'écouter. Donc, après Wangsu, et que le fait qu'ils aient assisté aussi à à l'ouverture des Jeux olympiques et à l'entrée de toutes les délégations, et notamment la délégation syrienne aussi aux Jeux olympiques. Et Madame Assad a pris des photos, etc. Et le lendemain, ils ont été à Pékin Mhm. et pour la rencontre justement avec le Premier ministre, hein, et les différents ministres. Et donc là, il y a eu des ateliers de travail, je dirais, et des rencontres entre les différents ministres et les différents ministères. Mhm. Et donc, des accords qui ont été, les accords stratégiques qui ont été signés avec Xi Jinping ont été déclinés en accords sectoriels. Mhm. Et le président Assad, dans son interview, dans ses réponses au journal chinois, à la chaîne chinoise CGTN, qui est en arabe, CCTN, qui l'a interviewé, il répond que de toute façon, dès le retour, il va y avoir beaucoup comment dire, d'ateliers commun de travail et pour étudier les modalités et les modalités d'application des projets, pour donc générer des projets et puis voir les modalités de réalisation de ces projets et tous les mécanismes nécessaires à l'environnement de ces projets pour qu'ils soient des projets réussis et qu'ils démarrent dès demain. Mhm. Donc, c'est un grand espoir, je dirais, pour le peuple syrien qui est sous embargo depuis, et pas seulement sous embargo, mais qui subit une guerre, hein, destructrice dans sa plus grande ampleur, hein.
depuis 2011 et puis et qui est sous embargo depuis 1979, mais de manière horrible depuis 2004-2005. Donc Alors, voilà, ça c'est quelque chose, une bouffée d'air, on peut dire, qu'on attend du côté des peuples, hein, du côté du peuple pour la reconstruction de la Syrie. alors, Je voudrais signaler 2 secondes juste que le peuple syrien est un peuple qui travaille énormément, c'est un peuple qui est très créatif, hein, mais et qui n'attend que de pouvoir avoir les moyens de reconstruire son propre pays, parce que nous sommes capables de reconstruire même nous-mêmes, mais aussi des projets stratégiques importants comme des projets de chemin de fer, de lignes rapides, aussi bien au niveau des routes qu'au niveau des chemins de fer, qu'au niveau des avions, au niveau des échanges des lignes sont très importants. mhm. La reconstruction, ou je dirais l'élargissement et la construction du port de Latakia, qui est un port sur le syrien, sur la mer Méditerranée aussi, est très important pour les deux pays, pour la Chine, pour la Syrie. Et ça fait partie des choses qui vont être construites par la Chine en Syrie, donc des moyens de coopération, donc aussi bien au niveau maritime, au niveau de tous les types de transports, et ça apportera effectivement quelque chose de très important à la Syrie, puisque ce sont des constructions de grande envergure, je dirais, et qui vont réactiver énormément l'économie syrienne. Alors, juste, on peut rappeler un petit contexte historique par rapport à la guerre en Syrie. L'attitude de la Chine a toujours été de soutenir donc la Syrie, comme tu l'as rappelé. C'est d'ailleurs à travers cette crise, cette guerre, que la Chine a commencé à s'exprimer, à utiliser son droit de veto à l'ONU. Ça, je pense que c'est important de le souligner et de le rappeler. Également, donc, c'est aussi pour pouvoir commercer, entre autres, avec la Syrie, que la Chine a décidé de ne plus forcément tout le temps utiliser le dollar américain dans le cadre de ces échanges internationaux économiques. C'est quand même important de le souligner. Voilà, donc on va C'est passer. très important dans le cadre de la même région. Je voudrais dire quand même que, et ça a été aussi souligné par le président Assad, l'importance de l'accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran sous l'égide de la Syrie est un facteur de De stabilité la Chine. très important. Sous l'égide de la Syrie, tu as dit, mais sous l'égide de la Chine. Ah, sous l'égide de la Chine, oui, merci. Sous l'égide de la Chine, effectivement, ça a été souligné par le président Assad que c'était quelque chose de très crucial pour la stabilité de notre région et pour le rétablissement de la paix dans la région, d'une part, et que d'autre part, maintenant, la Syrie, elle soutient parfaitement cet accord, qu'elle a des relations privilégiées avec l'Iran, des relations privilégiées aussi avec la Russie, et que ses alliés que sont la Russie, l'Iran, la Chine, constituent un point très important. Il a été aussi question, bien sûr, de la question palestinienne et que le fait qu'il est important aussi pour la stabilité de la région que le peuple palestinien arrive à avoir ses droits et surtout son indépendance. Il était question de la reconstruction de la Syrie aussi, Mhm. et puis de la lutte contre le terrorisme, puisque la Chine est aussi concernée aussi par la lutte contre le terrorisme, puisque il y a ces Ouïghours qui sont chinois et qui se trouvent dans le nord-ouest de la Syrie et sous le nom d'armée du Turkestan Mhm. et qui sont soutenus par la Turquie. Donc, on peut voir que de toute façon, dans cette lutte pour la reconstruction et contre le terrorisme, la Chine est un partenaire stratégique de la Syrie et inversement.
la Syrie est partenaire stratégique de la Chine dans son accès aussi aux mers chaudes, donc à la mer Méditerranée, mais aussi dans la lutte contre le terrorisme. On peut penser que la Chine va avoir aussi un rôle prépondérant dans le dialogue qui se dessine et qui avance et recule entre la Syrie et la Turquie aussi, pour que la Turquie puisse revenir, puisse sortir ses troupes, hein, d'une part de la Syrie et d'autre part qu'elle arrête de soutenir les terroristes d'Al-Nusra, Tahrir al-Sham, l'armée du Turkestan, etc. Donc ça, c'est aussi un facteur important qui va peser de son poids sur ces discussions et sur, je dirais, ces discussions qui sont menées depuis longtemps et qui vont peut-être certainement aboutir donc dans le sens du retrait, dans le sens en fait d'une stabilisation de la région à laquelle tous les peuples, tous les pays de la région ont intérêt. Et même la Turquie qui soutient à la fois certains terroristes et qui prétend qu'elle est contre la présence de Qassad, FDS, qui sont eux soutenus par les États-Unis, la Turquie, elle a aujourd'hui tout intérêt à ce qu'il y ait une stabilité dans la région et une continuité de la stabilité entre la Turquie, la Syrie, l'Arabie saoudite, toute la région de la presqu'île arabe et aussi l'Iran, et ça continue vers la Chine. Donc, c'est aussi effectivement dans l'intérêt objectif, je dirais, mais le jour où tous les peuples, tous les pays, tous les gouvernements auront réalisé cet intérêt, ça sera fait, quoi. Ça ira dans ce sens. Alors, nous allons sans transition parler du 78e sommet de l'ONU, session de l'ONU. Il ne nous reste plus que 20 minutes à passer ensemble et on a beaucoup de points à voir, et notamment pour ce sommet, puisqu'il y a eu des discours très importants, notamment du président iranien Raisi, du ministre de Sergei Lavrov, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères russe, et puis un émissaire du Burkina Faso. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ces discours? En fait, j'ai oublié un discours important, excuse-moi, celui d'Abou Mazen, donc pour la Palestine. Et puis le discours aussi du représentant syrien à l'ONU, qui aussi va dans le sens effectivement de la dénonciation de ces sanctions. Alors, effectivement, le discours de Raisi était très prépondérant puisqu'il a touché tous les points, en fait, concernant de la politique internationale aujourd'hui et de la pratique au sein de l'ONU. Il a parlé effectivement de la nécessité justement d'arrêter cet usage des dites sanctions ou des mesures coercitives contre les peuples à chaque fois que il y a un pays qui ne veut pas se soumettre au diktat américain. Donc ça, c'est une arme qu'utilisent les Américains, qui d'ailleurs se retournent contre eux, et qui est aussi tolérée par l'ONU, qui commence peu à peu à perdre son rôle pour lequel elle existe. Elle a un parti pris pour les positions américaines, effectivement elle arrive même à valider, je dirais, et à soutenir certaines agressions, notamment contre la Libye, la Syrie, et contre la Syrie aussi, et aussi des choses contre qui sont proposées, qui sont, comment dire, imposées par les Américains, mais l'ONU ne fait pas de sanctions contre les États-Unis. Et il a aussi
ajouter que c'est important quand même qu'il y ait aussi des sanctions que l'État d'Israël, en fait, ou non, plutôt la normalisation avec l'État d'Israël ne fait que porter atteinte aux droits du peuple palestinien, que le fait de tolérer justement ou le silence face à ces agressions répétées contre le peuple palestinien et contre la Syrie de la part d'Israël aussi, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable en fait par l'ONU. Il ne devrait pas être accepté par l'ONU. Mais l'ONU se tait sur beaucoup de choses, beaucoup d'ingérence, beaucoup de violence et d'interventions militaires. Notamment, il a parlé de la Libye, il a parlé aussi de la... en fait, oui, beaucoup de ces interventions américaines et occidentales à droite à gauche, en fait, qui ne devraient pas être, qui sont contraires à la charte de l'ONU. Donc, il invite l'ONU au respect, justement, de sa charte, hein, et à la représentation, quand même, aussi une représentation plus équitable des pays du monde, hein. Mhm. Surtout aussi que les pays dits appelés du tiers-monde, les pays d'Afrique, les pays d'Amérique latine, ils sont pas du tout représentés dans le Conseil de sécurité et ça c'est pas acceptable et que il faut quand même réformer l'ONU. Il faut la réformer dans le sens où elle peut être plus représentative de la structure qui a été créée déjà, qui doit être plus, euh, comment dire, euh, Démocratique. plus engagée pour la défense de ses propres principes et de sa propre charte, hein, Mhm. et à la fois plus démocratique au niveau des voix accordées aux différents pays. Il n'y a pas de raison que les États-Unis soient plus représentés que les autres pays, même dans les structures des bureaux de l'ONU, en fait, Oui. des différentes institutions qui dépendent de l'ONU. Voilà. Et c'est vrai que aussi le fait Euh, que les États-Unis accordent des passeports ou non à certains diplomates ou émissaires ou ministres des Affaires étrangères étrangers de pays que les États-Unis n'aiment pas, eh bien ça commence aussi à faire grincer les dents et ça gêne finalement la diplomatie internationale. oui, je voudrais rappeler quand même à ce titre que les journalistes russes ont été interdits de visa. On leur a pas donné de visa pour venir assister à la réunion de l'ONU, que la délégation russe a été aussi souvent embêtée pour avoir des visas pour arriver aux réunions de l'ONU, et ainsi que l'ensemble en fait, de l'équipe, en fait, hein, de la délégation. Mhm. Donc, Et également, tu me disais en préparant cette interview, tu me parlais du président burkinabé aussi qui n'a pas pu se rendre à la tribune de l'ONU. oui, effectivement. Alors, le président Traoré, il est le président du Conseil de la Révolution, en fait. Il n'est pas président. Et donc, il ne lui a pas donné effectivement la possibilité d'assister, mais il y a eu le représentant du Burkina a fait un discours absolument magnifique, hein, déplorant toutes comment dire, déplorant le colonialisme, les crimes coloniaux contre son peuple, le pillage, le crime colonial pas seulement contre son peuple, mais contre tous les leaders africains qui s'étaient présentés. Il a commencé son discours
par un hommage à tous les leaders africains qui ont été assassinés ou tués par les Américains ou leurs agents en fait, comme ça, pour Ou s'en par la France? débarrasser. Oui, en fait, par les membres de l'OTAN, en fait, surtout les Américains ou les Français, etc. Il a rappelé quand même toute l'histoire importante et glorieuse de ces personnalités. Et il a rappelé quand même tous les crimes aussi du colonialisme de ces peuples. Il a rappelé aussi la manière dont les pays occidentaux et colonisateurs gomment la culture des pays africains, la manière dont ils gomment à la fois aussi, dont ils les obligent à apprendre la culture et les civilisations françaises, ce qui n'est pas nécessairement mauvais en soi, mais c'est surtout parce qu'ils gomment aussi les cultures nationales Mais dans l'espoir de les déraciner c'est complètement. c'est le cas notamment via la langue. Effectivement, qu'il y ait une langue commune en plus, bon, d'ici l'histoire fait que c'est une langue qui vient d'étranger, d'un pays colonisateur, c'est une chose, mais si cette langue est parlée au détriment des langues ancestrales, c'en est une autre. Absolument. Et pas seulement la langue, mais aussi toute l'histoire, parce que les Africains, ils finissent par penser qu'ils ne sont que, ils ont des grands-pères gaulois et qu'ils n'ont rien en dehors, quoi, Oui, alors qu'ils vivent autrement. c'est Mm. lié à c'est C'est la fameuse, le déni de leur culture, de leur exactement. présence et de leur civilisation. Et on se rappelle de la fameuse phrase de Nicolas Sarkozy qui avait dit dans un discours, je crois, à Dakar, que l'homme noir n'était pas encore rentré dans l'histoire. Ce qui était une phrase Oui, puis assez horrible. il y a des phrases horribles qui sont répétées dans les bouches des responsables occidentaux tous les jours, malheureusement. Je voudrais rappeler cette phrase aussi où il disait ah, ben l'Occident est un grand jardin qui est entouré d'un tas de comment dire, une forêt vierge ou une forêt euh, sauvage, d'un tas de sauvages. C'était Borrell qui avait dit ça, en fait. D'accord. C'est le représentant de l'Union européenne. Et ça a été relevé d'ailleurs par les Russes, par tout le monde, en fait. C'est quelque chose. À chaque fois qu'il parle de l'Afrique, il parle des autres peuples ou des peuples qu'il pille, il parle avec mépris Oui. et comme si c'était des riens, etc. D'ailleurs, on peut voir aussi qu'au niveau les peuples africains ont donné lieu aussi à des expérimentations de vaccins, de je sais pas quoi, de la part de Bill Gates et autres qui ont tué des milliers de personnes, où on crée aussi par l'arme biologique maintenant qu'on propage des maladies qui tuent. Et c'est quelque chose d'absolument affolant et affreux, mais qui n'est pas du tout relevé par l'ONU et qui n'est pas qui est la structure qui est censée défendre les droits des pays, des peuples, hein, Mhm. et qui est censée défendre une équité entre les différents pays et un respect mutuel. Or, en fait, elle se range aux positions américaines et aux positions des plus forts, donc occidentales, en fait, comme le dit le cher Lavrov, c'est l'Occident collectif. Maintenant, on appelle ça l'Occident collectif, et c'est quelque chose d'assez vrai finalement. Ce mépris des autres peuples, hein, est absolument quelque chose d'assez insupportable et ignominique. Mhm. Alors, donc, discours du président Raisi, de Sergei Lavrov, de l'envoyé du Burkina Faso, mais également de Mhm. Abou Mazen. Alors, Abou Mazen a souligné quelque chose aussi de très important. Il a pris la parole en disant qu'il est temps que les Palestiniens arrivent à récupérer leur indépendance, que l'occupation se termine, que
Il a appelé solennellement le secrétaire général de l'ONU, Guterres, à organiser une conférence internationale pour la défense du peuple palestinien et pour l'indépendance de la Palestine. Donc, au cours de cette année, et il a fait appel effectivement à tous les peuples à soutenir le peuple palestinien. Il a appelé l'ONU à défendre le peuple palestinien face aux agressions israéliennes quotidiennes et face à sa sauvagerie et aux exactions quotidiennes contre le peuple palestinien, choses qui sont toujours passées sous silence et sans aucun écho. D'ailleurs, les mêmes médias mainstream qui s'activent comme des fous sur un accident qui est un accident de la nature comme Mahsa Amini, par exemple, qui est morte d'un problème cérébral dans le ministère en fait, de l'Intérieur iranien, mais les milliers de personnes qui sont tuées à bout portant, les violations de domicile, les destructions de domicile, l'arrachage des cultures, l'arrachage des oliviers, etc., qui sont commis par les Israéliens, les violations de la pureté de la mosquée Al-Aqsa, qui sont quotidiennes aussi, et les souillures qui sont provoquées par les colons, tout ça, aucun mot et aucun commentaire du côté de l'ONU et du secrétaire général de l'ONU, etc. Ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc, tout le monde appelle à la fin de ces 2 poids 2 mesures, qu'il y ait tout le monde qui applique les mêmes choses, que l'ONU soit défenseur de l'éthique des peuples, en fait, d'une certaine éthique où on dit la vérité. Or, aujourd'hui, le mensonge domine dans tout le discours occidental et le mensonge est acquiescé aussi par l'ONU dans tous ces narratifs occidentaux, aussi bien de la question syrienne que de la question libyenne, que de la question palestinienne, que de tout, en fait, et il faut quand même le rappeler, de la question ukrainienne et russe. Donc, le mensonge domine. D'ailleurs, Poutine a appelé l'empire du mensonge, l'Occident, c'est l'empire du mensonge, à juste titre, hein, parce qu'on voit que tous les jours même, il y a des mensonges énormes. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des réunions du Conseil de sécurité qui continuent aussi à accuser la Syrie d'avoir utilisé le chimique contre son peuple, alors que qu'il y a des rapports qui montrent alors que la réalité, c'est de l'inverse, en fait, hein, c'est clairement ça. Donc, tout ceci est très, très important. En fait, c'est revenu, effectivement, dans les discours. Le discours du représentant de la Syrie aussi a souligné la criminalité et la difficulté, le côté criminel de toutes ces mesures de coercition appliquées sur la Syrie aussi, qui empêchent le peuple de vivre, qui l'empêchent d'avoir chaud, qui l'empêchent de manger, et qui l'empêche de reconstruire et qui l'empêche même de se battre contre les terroristes, hein, par ces mesures coercitives d'une part, et puis d'autre part, tous ces grands pays qui soutiennent le terrorisme, c'est les pays occidentaux aussi, de l'OTAN, qui interviennent clairement par terroristes interposés en Syrie, et ce depuis 12 ans. En fait, il est important aussi que l'ONU puisse réagir face à ça, et alors qu'il n'y en ait rien. On voit qu'il n'en est rien, non seulement il n'en est rien, mais il continue à mettre la même pression sur l'État syrien pour exiger les demandes américaines, en fait, de la Syrie, qui sont une perte, qui constitue une véritable perte de souveraineté de l'État syrien, chose que
le peuple syrien refuse et que le président Assad refuse. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Moi, Alors, je voudrais revenir. Il nous reste moins de 5 minutes à passer ensemble. Je vais Voilà. mentionner quelques points et tu vas en choisir quelques-uns que tu vas commenter. Je Donc voudrais très revenir un rapidement, peu à la Syrie quand voilà. même, à ce qui se passe dans le Je vais terminer sur les nord-est. 3 points que j'ai listés sur la Syrie. Mais D'accord. au Karabakh, donc l'Azerbaïdjan a repris le territoire qui était autonome depuis 30 ans, qui était peuplé d'Arméniens. Donc sous le regard notamment des forces de maintien de la paix russes, qui ne sont pas intervenues. Donc c'est un fait notable. Au niveau de l'Iran, il y a une recrudescence, enfin une augmentation exponentielle d'explosions et d'attentats. De tentatives. Tentatives d'attentats terroristes qui sont la plupart du temps effectivement déjoués par les services, les forces de sécurité iraniennes. Ouais. Donc ça c'est quelque chose de très très notable. Tu as parlé effectivement de la pression médiatique contre l'Iran à travers l'instrumentalisation de la mort de Mahsa Amini. Donc il y a même une loi américaine qui porte ce nom. Ça en dit long sur l'instrumentalisation du pathos par le pouvoir, le soft power américain. Et enfin, effectivement, en Syrie, donc deux choses dont on avait déjà parlé, à la fois une opposition populaire et tribale qui augmente dans le nord de la Syrie vis-à-vis de la présence américaine, mais aussi vis-à-vis de Kassad. Parallèlement à ça, Kassad se renforce, soutenu par les Américains. Et dans le sud du pays, effectivement, donc du coup une agitation instrumentalisée visiblement par l'étranger, une agitation visible du côté de Soueida. Voilà. Tout à fait, avec des armes et encore des hommes armés qui s'introduisent dans le pays, qui viennent d'autres côtés, de la Syrie, etc., voire même les groupes terroristes eux-mêmes, en fait, les terroristes, donc Daesh qui transite d'un côté à l'autre, etc. Daesh attaque le Soueida à nouveau et oblige oblige les habitants aussi à soi-disant se rebeller, alors qu'ils refusent et que l'État syrien est très présent et il est là et il regarde et il observe la situation. Il observe la situation sans aucune violence, hein, même chose qu'il voudrait voir. Voilà, donc pour ce CITREP-là, je termine en disant à nouveau, en vous disant à nouveau que tout notre espoir pour que ce nouveau monde basé sur l'équité, sur la justice et sur les rapports, sur la base de rapports égalitaires, gagnant-gagnant, continue à voir le jour et continue à se construire, que la dédollarisation continue à se faire aussi, mais de manière soft, parce que actuellement, effectivement, dans ces accords, la Chine avec la Syrie, et ils ont adopté effectivement un échange par les monnaies locales, yuan et livre syrienne, ce qui va avoir aussi un impact très important, mais c'est un impact très important sur l'ensemble des pays. D'ores et déjà, il y a aussi un échange entre l'Arabie saoudite et la Chine sur la base de l'yuan. Elle paye son pétrole en yuan à l'Arabie saoudite. Et il y a dans pas mal de pays, et notamment on a vu dans la réunion des BRICS, aussi, il y a une volonté généralisée, en fait, pour que les échanges bilatéraux soient construits sur la base des monnaies locales, des monnaies nationales de chacun des pays. Et ça, c'est un point qui est très important. C'est une grande avancée. Techniquement, c'est un petit peu plus complexe, je dirais, mais c'est bien de le voir venir. Nous avons grand espoir avec ça et je vous laisse avec beaucoup d'optimisme pour ce beau nouveau monde qui naît. Allez, Sarmidani, merci beaucoup pour toutes les informations que tu as à nouveau portées à notre connaissance à travers ce site REP. Et merci également pour toutes tes analyses. Et donc je te donne rendez-vous, ainsi qu'aux internautes,
dans 10 jours. Merci beaucoup. Au revoir.